donner la parole à Gérard Gingembre. Voilà, je vais lire les quelques lignes qu'il a transmises dans sa notice. Il y a une concision tout attique, donc je vais conserver cette éloquence de la sobriété. Gérard Gingembre est professeur émérite de littérature française à l'université de Caen. Il a notamment publié plusieurs travaux sur Huitbonald et la contre-révolution ou l'histoire désespérante chez Imago en 1988. Et le titre de sa communication est Joseph de Maistre ou comment déconstruire l'éloquence révolutionnaire. Merci Alain. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait, merci. Bien, alors je remercie évidemment, comme tous les autres intervenants, le Triumvirat, peut-être préférez-vous trio après tout, qui a organisé ce colloque tout à fait passionnant. Et donc, je vais évoquer non pas l'éloquence contre-révolutionnaire, mais la démolition de l'éloquence révolutionnaire par Joseph de Maistre, dont vous savez qu'il est mort le 26 février 1821, et par conséquent, le bicentenaire de Napoléon occulte quelque peu le bicentenaire de la disparition de Joseph de Maistre. Donc oui, au départ, je devais parler de la rhétorique mestrienne, mais je me suis convaincu qu'elle avait été remarquablement analysée dans deux lumineux articles, ceux d'Yvan Jaffrin, Joseph de Maistre face à l'usurpation de la souveraineté, la performance d'une indignation, et de François Ravier, une écriture d'autorité dans les considérations sur la France. Plus largement, je ne vais pas reprendre ici des éléments des travaux décisifs de Pierre Glaude ou de Jean-Yves Pranchère, pour ne citer que deux des plus brillants mestriens contemporains. J'ai donc préféré recentrer cette étude sur la déconstruction mestrienne de l'éloquence révolutionnaire. Et mon propos se limitera à l'étude d'un texte de Maistre daté de Venise en 1799 et paru initialement en 1851, intitulé « Le discours du citoyen cherche-mot, commissaire du pouvoir exécutif près l'administration centrale du M, le jour de la fête de la souveraineté du peuple », qui est un remarquable travail de déconstruction ironique et dévastatrice. Comme vous le savez, la fête de la souveraineté du peuple était une des nombreuses fêtes de la Révolution française, et elle se célébrait tous les 30 Ventoses, autrement dit le 20 mars. Dans les œuvres complètes de Maistre, ce discours est en quelque sorte complété objectivement par le simple rapprochement des textes d'une anthologie intitulée par antinomie « Bienfaits de la Révolution française », un texte qui a été initialement publié en 1870, comportant des extraits de discours prononcés par les hommes de la Révolution et d'articles de presse, formant un ensemble documentaire, un dossier de preuves illustrant tant le fonctionnement de l'éloquence révolutionnaire que la sinistre réalité exposée ou dénoncée par les observateurs, le tout agrémenté de commentaires dans les notes. Maistre intervient ès-qualité dans cet opuscule, développant un bilan circonstancié et impitoyable de ses bienfaits, de l'état des routes à la cruauté barbare, de la justice à l'enseignement ou des finances aux sciences et aux arts. Bon, je laisserai de côté cette manière d'appendice pamphlétaire qui, sous la forme d'un catalogue des crimes, absurdités et échecs de la Révolution, relève évidemment plus d'un tableau contre-révolutionnaire de l'état de la France que du pastiche de l'éloquence révolutionnaire, et c'est un texte qui mériterait à soi seul une analyse spécifique. Alors, dans le discours du citoyen cherche-mot, Maistre définit son propos d'entrée de jeu. Je cite : « Ayant fait un grand amas de phrases révolutionnaires, sans aucun but arrêté, j'imaginais depuis de les fondre dans un discours imaginaire prononcé par quelques personnages civiques. Cette idée produisit le discours du citoyen cherche-mot qui ferait extrêmement rire s'il était imprimé très exactement, ce qui serait essentiel à cause des nombreuses et fidèles citations. » Il s'agit donc de rassembler en un pamphlet les phrases révolutionnaires sous forme d'un morceau d'éloquence présenté comme un idéal type du discours révolutionnaire
articulant la langue de bois de la Révolution. Qu'entend montrer Maistre ici? Que l'éloquence révolutionnaire se paye de mots, que les mots s'appellent les uns les autres en un mécanisme rhétorique. Le discours se veut entraînant, car les mots s'enchaînent, s'entraînent, s'impliquent en concaténation obligée. Maistre va donc développer le codage de la langue révolutionnaire. La date de ce discours renvoie à un contexte précis, les difficultés du Directoire qui semblent insurmontables, le fait qu'aux victoires militaires ont succédé une série de revers et qu'on est sans nouvelles de Bonaparte enfermé en Égypte. La République semble être de nouveau en danger et le citoyen Cherchemot entend galvaniser les provinciaux en leur démontrant que la Révolution vaincra malgré tout. Donc il prononce ses considérations sur l'état présent de la France. La rhétorique est celle de l'excès, de la grandiloquence, de l'emphase, de l'enflure. Elle se délecte de néologismes, incivilisation, modérantisé, royalisé, etc. Elle se nourrit de références antiques obligées et poncives, Caton, Brutus, d'images stéréotypées. Par exemple, il faut faire évoluer le vaisseau de l'État au milieu des vagues contre-révolutionnaires. Autre exemple, citoyens, nous marchons au milieu de deux écueils également terribles. Et les épithètes sont évidemment imposées. Pitt est nécessairement infâme, le clergé rapace et scandaleux. L'habileté de Maistre consiste en fait dans l'amalgame qu'il pratique de citations authentiques et de pastiches qui, sans la mise en italique du propos rapporté, rendrait indécidable l'attribution à un orateur ou un rédacteur révolutionnaire ou à Maistre lui-même, qui démontre ainsi sa maîtrise de la langue révolutionnaire. Je vais vous donner deux exemples. Je cite. Depuis la prise de la Bastille, victoire la plus étonnante et la plus heureuse qui ait été remportée depuis l'origine du monde, jusqu'à la bataille d'Arcole, une destinée invincible n'a-t-elle pas veillé sur la liberté? Eh bien, dans cette phrase, ce victoire la plus étonnante et la plus heureuse qui ait été remportée depuis l'origine du monde est une citation de Fauché dans son deuxième discours sur la liberté de 1789. Deuxième exemple. Quel homme oserait entreprendre de royaliser la France? Sur quel principe effronté entreprendrait-il de baser ses complots frénétiques? Serait-ce sur la volonté du peuple? Mais cette volonté n'existera jamais. On a vu sans doute des peuples, après avoir fait justice de leurs tyrans, s'humilier de l'humiliation de ces traîtres et mettre autant d'ardeur à rétablir l'ancien ordre de choses qu'ils en avaient mis à le renverser. De lâches Anglais ont pu donner ce spectacle au milieu de l'autre siècle, mais les Français sont incapables de ce retour à la compassion parce que de nos jours, l'art social est plus avancé. Eh bien, à la fin de ce morceau, de ce passage, depuis « mais les Français sont incapables de ce retour jusqu'à et plus avancé » est extrait du numéro 26 de la Décade philosophique de 1798. Je pourrais multiplier les exemples, puisque tout le discours de Cherchemot est en quelque sorte farci de ce type de procédé. Je vous lis la conclusion de Cherchemot, qui est à elle seule un morceau d'anthologie. Citoyens, renouvelons dans ce moment le vœu solennel de vivre libre ou de mourir. Fort de notre union, fort de la pureté de nos principes, nous saurons déjouer les trames populicides. Vive la liberté, vive la République. Que le bruit de nos acclamations dissipe ces nuages qui semblent s'amonceler sur nos têtes et nous menacer d'un orage. Pour moi, j'ai rempli ma tâche, j'ai célébré la liberté, j'ai signalé ses ennemis, j'ai appelé sur leur tête la foudre nationale. Si, dans mon dire impétueux, j'ai quelquefois employé les pensées et même les expressions des grands hommes de la Révolution, c'est pour rendre hommage à leur génie, c'est pour déverser sur la province les lumières de la capitale, c'est pour allumer ma faible lampe au volcan de leur éloquence. J'ai dit. Donc vous voyez que Cherchemot se nourrit du discours des autres. Il sait en quelque sorte parfaitement accaparer
le discours des autres grands hommes de la Révolution pour les resservir devant ce public. J'insiste sur le j'ai dit final. On sait que cette formule ponctue les discours maçonniques, que Maistre connaît bien, clin d'œil assurément de sa part. Mais aussi, il s'agit de montrer que par j'ai dit, Cherchemot cherche de son côté à manifester son appartenance à la secte révolutionnaire. C'est une profération signée qui signale une connivence, une réitération de ce qu'il convient de dire. Il faut dire, car dire, c'est faire, c'est s'inscrire dans un mouvement, mimer l'énergie de la révolution. C'est surtout faire semblant. Pour Maistre, l'éloquence révolutionnaire n'est pas autre chose qu'une récitation débitée, clamée sur la scène politique. Il s'agit d'un acte joué par un acteur, d'une participation à la grande comédie révolutionnaire. Je cite, « Et moi aussi, je viens mêler ma voix au concert d'acclamation qui retentissent aujourd'hui de toutes parts. Et moi aussi, je viens célébrer la souveraineté du peuple. J'essaierai d'activer le civisme de mes concitoyens en laissant échapper devant eux ces flammes qu'un républicanisme pur allume dans mon cœur. » Maistre présente Cherchemot comme un célébrant d'un culte. Tout part d'un axiome. Le peuple est désormais souverain et libre. Le peuple a reconquis ses droits imprescriptibles, il a ressaisi le sceptre usurpé par les tyrans. Ô révolution immortelle, les trônes sont tombés, les peuples sont rois, il n'y a plus de sujet. Nos chaînes sont brisées, nous vivons, nous bravons les vains rugissements des despotes. Et Cherchemot de citer des exemples. L'on est passé de l'état de brute à celui de plus que des hommes. La raison a vaincu la superstition. L'on est libéré de l'asservissement par l'autorité paternelle comme de celle de magistrats non élus, etc., etc. Voilà l'énoncé du dogme. Et ce dogme va être en quelque sorte appuyé dans sa formulation de la manière suivante. Il faut nous entourer des lumières de tous les siècles et reprendre son œuvre, l'édifice social. Tous les livres de politique civile et criminelle sont à refaire. Tous les livres de morale mêlés jusqu'ici de mysticité sont à refaire. Tous les livres d'histoire sont à refaire. Citation de la Décade philosophique. Peut-être même serait-il opportun de refaire l'histoire même, dont chaque ligne n'offre que le spectacle contagieux des peuples souverains foulés aux pieds par d'insolents mandataires. C'est ainsi que le français s'élèvera à la hauteur de ses destinées. C'est ainsi que nous terminerons la plus belle comme la plus glorieuse des révolutions. C'est ainsi qu'en dirigeant tous les membres de la société vers le désir du bonheur commun, nous parviendrons à faire un peuple de Dieu. Dans ce passage, depuis c'est ainsi que le français jusqu'à peuple de Dieu, c'est un discours de Bourdon de l'Oise. Pourquoi Maistre baptise-t-il son orateur Cherchemot? Ce citoyen imaginaire qui pérore ne cherche pas ces mots, il coule de source, en une profération qui pourrait continuer. Non, il cherche ces mots et les trouve dans le répertoire de l'éloquence révolutionnaire, réduite à ses automatismes. Oui, il allume bien sa lampe au volcan de l'éloquence. Mais si Joseph de Maistre se livre à cet exercice de style, ce n'est pas simplement pour faire rire aux dépens de la boursouflure du discours révolutionnaire, ni même pour en faire apparaître les artifices, les chevilles, les clichés. Cette déconstruction vise avant tout à exhiber le mensonge, l'inversion sémantique, l'usage pervers du langage. Il entend montrer que le discours révolutionnaire est une entreprise de manipulation des esprits, une perversion mentale, une volonté d'asservissement par les mots, un langage en quelque sorte terroriste. Et n'est-il pas en réalité celui qu'appelle de ses voeux Cherchemot, je cite, qu'il sera grand le représentant courageux qui osera aborder cette grande question et repousser les difficultés soulevées par le fanatisme et par l'ignorance. Bien entendu, pour Maistre, tout le discours de Cherchemot est un exemple de fanatisme et d'ignorance. Un rapprochement me semble s'imposer ici avec quelqu'un dont il a été question à plusieurs reprises et
juste avant moi dans ce que nous a dit Fabienne Bersegol. En effet, dans son livre de 1797-1798 qui restera inédit, intitulé « Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France », Madame de Staël se livre à une brillante analyse de la langue de bois révolutionnaire. Maistre n'a pas pu lire ces pages, non plus que Madame de Staël n'a eu connaissance de celles de Maistre. La convergence d'analyse est d'autant plus remarquable entre ces deux théoriciens, l'un contre-révolutionnaire, l'autre soutenant une révolution raisonnable et apaisée, et soutenant par ailleurs la politique du Directoire en 1798. Pour Madame de Staël, on le sait, l'éloquence, c'est, je cite, la vie de la pensée, et elle jouit d'un pouvoir extraordinaire puisqu'elle enflamme les hommes et leur confère des vertus héroïques. Elle a partie liée avec l'enthousiasme, dont Madame de Staël fait si grand cas. Or, l'éloquence, selon elle, a été confisquée par le despotisme de parti et donc corrompue. Le mensonge a désormais force de loi et, dépravant les esprits, le fanatisme a été introduit dans la langue. L'expression de la pensée, du raisonnement, a été remplacée par, je cite, une certaine kyrielle de phrases usées qui se suivent exactement, vu leur habitude d'aller ensemble. C'est très exactement ce que fait Joseph de Maistre. Et Madame de Staël procède, elle aussi, comme le fait Maistre, en mettant en évidence le mécanisme de la langue révolutionnaire à l'aide d'exemples. Je cite, « Citoyens, le fédéralisme lève sa tête hideuse, l'anarchie est prête à nous dévorer, etc. » Le etc. est de Madame de Staël. Je cite encore, le développement de Madame de Staël met l'accent sur la portée de cette langue de bois et sur ses images exagérées, enrobant des idées fausses et qui peuvent, prises au pied de la lettre, provoquer des débordements sanguinaires ou d'évaluer l'idéal révolutionnaire quand on en perçoit, je cite, le ridicule. La langue de bois se définit comme le moyen le plus efficace d'une dictature sur l'esprit et d'une politique de parti. Obscurantiste, elle refuse, par son fonctionnement même, la prise en compte d'une argumentation autre, la simple possibilité de discussion et la supériorité philosophique. Analogue à la tactique militaire, elle investit le champ politique et y installe la cruauté comme mode théorique privilégié. De plus, horrible perspective, elle s'incorpore la bêtise de ses adeptes. Dégénérescence de la pensée, elle se propage et contamine l'Europe. Arme des forts, elle deviendra celle des imbéciles fanatiques, et cette épidémie catastrophique, sa diffusion élimine les véritables principes républicains. Mort de l'esprit par son emprisonnement dans les formules obligées, l'inflation des mots, la dénaturation des idées, elle détruit la sensibilité et les vertus. Carcan intellectuel, elle dessèche aussi les cœurs. Certes, la perspective de Madame de Staël est à l'opposé de celle de Joseph de Maistre, mais l'analyse procède du même constat. Pour Joseph de Maistre, l'erreur des révolutionnaires n'est qu'une folle errance. Pasticher le discours révolutionnaire n'est pas un simple exercice de style, mais une démonstration par l'absurde autant qu'une appropriation de l'inversion et la preuve de la maîtrise jouissive de celui qui possède l'antidote souverain. L'éloquence révolutionnaire est une inversion diabolique pour Maistre, à laquelle il s'agit d'opposer le langage de la vérité. Le discours révolutionnaire confine au non-sens, il importe donc de rétablir le sens, de redonner la direction, celle de la providence, tout en mobilisant les ressources de la rhétorique, l'art de convaincre, autrement dit, pour Maistre, de ramener à l'évidence, combine chez lui les moyens de la passion, virulence, imprécation, indignation, fulgurance, que l'on trouve dans les considérations sur la France. Et il s'agira pour lui de déployer à coups de formules saisissantes une esthétique du sublime oratoire comme un écho harmonique du mystère de la providence. Et les considérations en offrent l'exemple éclatant. Maistre s'attache à démontrer l'inanité même de l'entreprise révolutionnaire, quitte à prendre quelques libertés avec la vérité historique, mais c'est un autre problème. C'est que pour lui, comme vous le savez, l'histoire échappe aux hommes,
et il suffit de le proclamer, de jeter à la face des hommes une parole de dénégation. Dire, c'est d'abord nier. C'est en même temps affirmer en renvoyant les hommes et leur histoire à l'agent omnipotent. C'est énoncer un acte de foi en la vérité. S'adressant aux hommes déboussolés, le discours mestrien vise à réorienter, indiquer le sens de l'événement, montrer l'horizon indépassable de la providence. L'éloquence mestrienne énonce une mystique. En cela, l'éloquence mestrienne apparaît comme le contraire de l'éloquence révolutionnaire, qui est une formulation d'une autre mystique, d'une mystique inversée, d'une mystique diabolique. Elle est le miroir inverse ou la contre-épreuve, de même que, vous le savez, la contre-révolution est pour Maistre le contraire de la révolution. Maistre aurait dit, c'est par l'art de la parole qu'on règne sur les hommes. Le discours de Cherchemot est à la fois un exemple et un contre-exemple. Un exemple de l'emprise exercée par l'éloquence dévoyée sur les Français, un contre-exemple de la véritable éloquence allumée, elle, non pas au volcan de l'éloquence révolutionnaire, mais au flambeau de la vérité. Je vous remercie.